Bonsoir et merci de nous être fidèles chaque soir pour suivre l'actualité du jour dont voici les principaux titres. La troisième dose de vaccin est désormais ouverte dès 18 ans. Sur le front de la pandémie, le taux d'incidence de la Covid-19 est en baisse à l'heure où des signaux d'alarme émanent de plusieurs pays européens. À Monaco, il est passé d'un peu plus de 70 la semaine dernière à 54. La COP26 refermera ses portes en fin de semaine à Glasgow. Nous verrons dans ce journal comment les jeunes s'impliquent en marge des débats. Nous serons en duplex du Liban avec le secrétaire général de l'AMAD. Jérôme Froissart est actuellement en mission avec deux autres associations, Monaco Elle est Présence et les Amis du Liban, pour découvrir sur place la mise en œuvre des projets lancés notamment après l'explosion qui a soufflé le port de Beyrouth et pour identifier de futurs partenariats dans ce pays en crise. Elle marque le coup d'envoi de la période festive de fin d'année. Les illuminations sont presque toutes en place dans Monaco. Tout le territoire brillera de mille feux la nuit d'ici la fin du mois. Reportage dans quelques instants. Après avoir été annulés pour cause de Covid, les Sérénissimes de l'humour sont de retour. À partir de demain, 4 humoristes vont se succéder sur la scène du Grimaldi Forum. Le comte de Gouderbala, Elie Semoun, Hassan de Monaco et Patrick Bosso. Ce dernier sera notre deuxième invité. Mais rendons-nous tout d'abord à Glasgow où se poursuit la COP26. Politiques, activistes, scientifiques se succèdent à l'heure où les négociateurs tentent de mettre la dernière main à un accord attendu, si tout va bien, en fin de semaine. Et les jeunes, eux aussi, ont décidé de faire entendre leur voix en Écosse. Vendredi dernier, à l'occasion de la journée pour la jeunesse la plus célèbre des jeunes activistes, Greta Thunberg a d'ores et déjà déclaré que cette COP26 était un échec. Une jeunesse qui souhaite une meilleure représentation dans les négociations en cours. Alexandra Pani et Sylvain Péroumal ont rencontré sur place de jeunes étudiants français qui ont fait le déplacement jusqu'à Glasgow et ont pu avoir accès au lieu de conférence. Voyez leur reportage. We pledge to do our part and then follow through on those commitments. I believe we can secure a better future. We have to. And what a profound and noble task to set for ourselves. Ce sont les décideurs du futur, les générations pour qui il faut faire la différence. C'est le sort de leur planète qui est entre nos mains. Des constats que l'on peut lire un peu partout, mais les choses ont-elles réellement changé pour la jeune génération depuis la COP de Paris? À Glasgow, ils sont quelques milliers à avoir obtenu le précieux sésame d'entrée pour la conférence. Leur objectif, assister aux discussions pour qu'enfin leur voix soit entendue. C'est bien que les écoles commencent à prendre un peu la main là-dessus pour envoyer des jeunes un peu de partout, quoi. Il faudrait que toutes les écoles fassent ça en fait. Même au niveau des cours, avoir des cours liés à l'environnement dans toutes les écoles. Parce que c'est pas juste quelques personnes spécialisées qui doivent faire ça, mais tout le monde a besoin d'avoir des connaissances un peu dans le domaine de l'environnement pour les adapter à leur domaine. Une éducation verte qui peut être enseignée dès le plus jeune âge par de nombreuses actions dans les établissements scolaires. Des solutions pour mieux former les nouvelles générations aux bons gestes. Alors que les promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre tardent à se concrétiser, c'est l'avenir de ces jeunes adultes et adolescents qui est hypothéqué. Des jeunes qui aimeraient pouvoir prendre part à ces discussions. Il faudrait essayer de donner un petit peu plus d'accès aux jeunes. On n'a pas forcément les informations sur comment s'inscrire ou comment accéder à la COP, donc ouais, clairement ça manque de jeunes et même de plus jeunes que nous qui sont aussi engagés et qui n'ont pas forcément accès à la COP. On est là en tant qu'observateur, on ne peut pas agir et on est là pour représenter notre école, la jeunesse et ensuite montrer un peu à ce qui s'est passé ici et rapporter ce qu'on a vu. Et on aimerait y voir des actions et que les pays se mettent vraiment d'accord pour vraiment rentrer dans le dur parce que ça devient urgent. COP26, la conférence de l'urgence, une urgence climatique dont les jeunes générations ont pleinement conscience. Aux dirigeants à présent d'écouter leur voix. Et la COP26 devrait refermer ses portes vendredi, mais l'expérience a montré que, faute d'accord, les débats peuvent durer un peu plus longtemps.
L'environnement a toujours fait partie des principaux chevaux de bataille de Monaco. La coopération internationale fait, elle aussi, partie des priorités. Et l'importance du réseau associatif, notamment, en est la preuve. 3 entités humanitaires monégasques sont d'ailleurs actuellement en mission sur le terrain. Les Amis du Liban, Monaco Aide et Présence et l'Amad Mondial ont uni leurs forces et leurs moyens pour soutenir les efforts de reconstruction après l'explosion qui a ravagé le port de Beyrouth. Le secrétaire général de l'Amad Mondial est avec nous en duplex de la capitale libanaise. Bonsoir Jérôme Froissart. Bonsoir Patricia. Vous êtes en mission au Liban depuis samedi. Vous vous êtes notamment rendu au port de Beyrouth qui a été dévasté par l'explosion du mois d'août 2020. Quel visage présente-t-il aujourd'hui ? Tout à fait, on s'est rendu sur le port de Beyrouth et c'est vrai que l'explosion est encore présente physiquement, mais aussi dans le cœur de la population ici à Beyrouth, avec qui on a pu échanger. Et cette crise est toujours très présente. Oui, c'est le visage du port de Beyrouth, c'est un peu le visage que présente le pays. La situation institutionnelle sur place est toujours très compliquée, c'est un pays à la dérive. Elle est très compliquée parce que les témoignages que l'on a eus de la population, une dévaluation très forte de la monnaie, des salaires, le pouvoir d'achat qui a été divisé par 10, donc une population qui est en très grande souffrance. Et je dirais 70%, c'est les chiffres que l'on a, 70% de la population qui est maintenant vit sous le seuil de pauvreté. Quels sont les projets, Jérôme Froissart, pour lesquels vous vous trouvez tout au long de la semaine au Liban? Alors, il y a tout d'abord ceux qui sont liés directement à cette explosion que nous évoquions. Oui, tout à fait. Au lendemain de l'explosion, nous nous sommes mobilisés en principauté, les ONG qui travaillent au Liban, les Amis du Liban, Monaco Aide et Présence et la Croix-Rouge monégasque, pour réhabiliter une école, l'école des Frères Saint-Joseph, qui se situe dans le quartier d'Achrafieh, un quartier sur le port. Donc pour pouvoir réhabiliter cette école, scolariser les enfants. Et un deuxième projet sur lequel on travaille déjà un peu plus d'1 an, qui bénéficie à l'hôpital Rafik Hariri, au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Rafik Hariri. Oui, ce qu'il faut préciser et souligner, c'est un petit peu la grande force de Monaco, c'est qu'effectivement c'est une mission commune entre plusieurs associations de Monaco qui ont uni leurs moyens. Oui, tout à fait. On a trouvé tout de suite beaucoup plus efficace de travailler ensemble. Donc on s'est concerté à les 3 institutions. On a pu identifier grâce à, je dirais, l'action pragmatique des Amis du Liban sur le terrain, cette école des Frères Saint-Joseph. Nous avons bâti le projet ensemble, mobilisé des financements ensemble. Et l'AMAD assure justement tout ce qui est la côté contractualisation, formalisation du partenariat avec le partenaire de terrain, le suivi, l'évaluation. Et cette mission est l'occasion pour nous de nous rendre sur le terrain, les 3 associations, pour pouvoir voir réellement ce qui a été mis en œuvre et puis de parler avec nos partenaires sur le futur. Vous vous êtes également rendu hier à la frontière avec Israël, dans le sud du pays. Alors cette fois-ci pour un projet d'identification de projets à soutenir dans les mois qui viennent, c'est cela? Voilà, tout à fait, les autorités libanaises qui apprécient, je dirais, notre relation de proximité, la relation de confiance qu'on a pu tisser, la principauté à travers ces différentes institutions depuis des années. Donc les autorités libanaises ont souhaité nous inviter dans le sud du pays. L'armée libanaise y réalise un hôpital qui souhaite justement pouvoir étendre à la population civile et notamment avec une partie mère-enfant. Donc on a eu un échange avec les autorités libanaises à ce sujet. Est-ce que d'ici la fin de la semaine et d'ici la fin de cette mission, donc, vous allez vous rendre sur d'autres projets qui sont actuellement soutenus par Monaco? Oui, tout à fait. Donc nous allons demain sur une école qui s'appelle Paradis d'enfants, qui est une structure bien connue au Liban, qui gère une vingtaine d'écoles. Il faut savoir qu'actuellement au Liban, il n'y a que les écoles privées qui fonctionnent. Les écoles publiques n'ont pas ouvert, donc il y a une situation vraiment très grave. Et donc nous allons visiter cette école privée dans l'idée de pouvoir étendre leur action à d'autres territoires. Et pour ça, nous avons besoin de partenaires, de donateurs. Nous avons ce réseau, nous avons cette expertise, nous avons les autorités
libanaise et je dirais la population. Maintenant, il faut pouvoir passer à l'échelle. Eh bien voilà, le message est lancé. Jérôme Froissart en duplex de Beyrouth, merci pour votre témoignage. Merci beaucoup. Les autres grands titres de l'actualité, c'est tout de suite et c'est avec Vanessa Dessy. Nous débutons ce point par l'annonce aujourd'hui de l'ouverture de la 3e dose de vaccin dès 18 ans. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Après les personnes âgées de 65 ans et plus et les professionnels de santé, le gouvernement princier ouvre la 3e dose de vaccin pour tous les monégasques et résidents âgés de 18 ans et plus qui sont vaccinés depuis plus de 6 mois. Conformément à l'avis favorable de l'Agence européenne des médicaments, l'administration de cette dose supplémentaire de vaccin permet de renforcer l'efficacité vaccinale qui peut baisser avec le temps. Les personnes concernées qui souhaitent en bénéficier sont invitées à se signaler auprès du centre d'appel Covid-19 au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et une bonne nouvelle, les chiffres hebdomadaires du dépistage de la Covid-19 donnent un taux d'incidence en baisse. Oui, et le nombre de tests réalisés sur des patients résidents et non résidents entre le 1er et le 7 novembre est de 3253 tests PCR et antigéniques pour un taux de positivité de 1,51%. Le taux d'incidence, soit le nombre de personnes positives ramenées sur une base de 100 000 personnes sur la période des 7 jours écoulés, est de 54,76. Le bilan sanitaire de la principauté s'élève donc à 3439 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise. Tout autre chose, la mairie propose un spectacle pour enfants ce mercredi, Vanessa. La Dream Team de Wanted, Jodassin, talentueux et joyeux trio composé d'artistes et de chanteurs, avec son imposant répertoire de chansons signées Gainsbourg, reprenant ses succès intemporels mais aussi des morceaux plus confidentiels, le spectacle destiné aux familles qui fait la part belle à l'univers de cet immense artiste et met son talent à la portée de tous. Information pratique, les bureaux de poste seront fermés jeudi. Tous les bureaux de poste de la Principauté seront fermés le jeudi 11 novembre, date anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et jour férié en France. Par conséquent, la distribution du courrier et le relevage des boîtes aux lettres situées sur la voie publique ne sera pas assuré ce jour-là. Dès le vendredi 12 novembre, les 7 bureaux de poste ouvriront aux horaires habituels. La distribution du courrier et des colis sera également assurée normalement. Elle représente comme un avant-goût de Noël. Les illuminations qui marquent le passage aux fêtes de fin d'année sont en cours d'installation. Le reportage de Christina Tomel et Lionel Bernardi. C'est un travail de longue haleine qui attend chaque année les équipes de la mairie. La pose des illuminations de Noël a débuté depuis le mois de septembre en Principauté. Une tâche qui demande du temps puisque plus de 800 motifs sont installés dans les différents quartiers de Monaco. C'est vrai que souvent la population nous s'interroge sur ce montage très tôt. Mais il faut savoir que c'est un travail considérable qui est effectué la plupart du temps de nuit et sans entraver la circulation. Je crois que nous sommes le pays au monde le plus éclairé. Je crois que je peux me permettre de dire cela. Donc c'est un moment effectivement important. Nous mettons toujours l'accent, vous le savez, sur l'environnement. Donc dans ce sens, toutes nos lumières sont en LED, en basse consommation. Et les supports de motifs également sont en matériaux recyclables. Et cette année, une nouveauté, une grande partie des motifs a été renouvelée. Des motifs sur candélabres, des petites zones de scénographie, comme les toits lumineux que vous connaissez déjà, mais qui ont été développés également. Et puis des points aussi particuliers où on retrouvera des objets très typés Noël, comme le chariot de Noël, des arbres de Noël, etc. Il ne reste plus que quelques jours avant la mise en lumière de la Principauté et c'est le soir du lundi 22 novembre que la mairie procédera à l'allumage pour que Monaco brille enfin de mille feux et lance officiellement le début des fêtes de fin d'année. Le marché de Noël, quant à lui, devrait se tenir normalement à compter du 3 décembre. Le retour du marché de Noël le 3 décembre, le retour aussi à partir de demain et pour 4 soirées, des Sérénissimes de l'humour. L'une des têtes d'affiche est notre invité. Bonsoir Patrick Bosso.
Bonsoir. Vous ouvrez les Sérénissimes de l'humour demain avec ce dernier round. C'est un peu triste, un dernier round comme perspective quand on est jeune comme vous. Oh, merci, déjà, c'est gentil. Je le prends comme un compliment. Non, un dernier round, écoutez, voilà. Déjà, je vais le jouer pendant quelques années, j'espère, ce spectacle. Donc voilà. Et puis, c'est pas le sujet principal du spectacle. C'est pas parce que c'est vrai qu'on me pose souvent cette question, on me dit alors dernier round, et on parle moins du spectacle. Mais en tout cas, voilà quoi. Oui, c'est un dernier round. Et ça me fait plaisir de venir le jouer à Monaco. Mais que va-t-on trouver dans ce spectacle, Patrick Bosso? Beaucoup de vous dedans? C'est des réflexions sur le temps, voilà, sur ce temps qui passe. Évidemment, mes réflexions changent avec l'âge avançant. Donc voilà, les questions qu'on se pose, l'évolution de la société et tout ça avec humour, bien entendu, parce que je suis humoriste, quoi, je ne suis pas donneur de leçons. Et donc voilà, quoi, essayer de trouver de la drôlerie dans toutes ces réflexions, que ce soit aussi bien l'écologie et toutes ces choses-là, quoi. Vous n'étiez pas monté sur scène depuis plus de 2 ans, puis il y a eu la pandémie aussi. L'envie devenait pressante? Sincèrement, oui. Après, on est passé par tous les États, hein, mais comme tous les Français, que j'allais dire comme le monde entier, quoi. Donc, c'est vrai que moi, il y a eu un moment de sidération et, où on était loin de penser à monter sur scène quand même. Et puis après, c'est vrai que quand les choses ont commencé à aller un peu mieux, ça a démangé, quoi. L'envie est revenue. Et apparemment, pas qu'à moi, parce qu'on est énormément sur les routes et énormément sur scène. Alors certains artistes nous ont dit avoir bien entendu beaucoup souffert de la période de confinement et la fermeture des salles de spectacle. D'autres au contraire nous ont dit que cela a été propice à la création. Vous êtes dans quelle catégorie? Le moment, vous savez, où on était vraiment confinés, là, il y a eu un moment où là, moi j'arrivais pas à écrire, quoi, j'arrivais pas à penser à autre chose. Et que ce qu'on était en train de vivre, quoi. Et donc voilà, et après c'est vrai que quand ça a commencé à aller mieux, ça a commencé à aller mieux dans ma tête aussi. Et donc du coup, c'est vrai que là j'ai pu reprendre mes feutres et mes cahiers et écrire un nouveau spectacle. Dans votre carrière, vous avez goûté vraiment à tous les genres, hein, séries, cinéma, scène. Dans lequel aujourd'hui vous vous épanouissez le plus? Alors la scène. Mais dès le début, quoi. Il n'y a même pas eu une once d'hésitation. Voilà, quoi. Moi, j'adore les gens, le fait d'être sur scène, de se donner rendez-vous, quoi. C'est un rendez-vous comme un rendez-vous amoureux. On se dit, bon, alors, rendez-vous à 20h, au théâtre, à Monaco. Alors, tu viendras, parce que moi, je serai là. Et donc, il y a tout un côté, comme ça, on se prépare, on vient, quoi, voilà. Et puis on vit tous, à un moment donné, un moment d'émotion tous ensemble, de rire, quoi. Moi, voilà, quand j'entends les gens rire, c'est la plus belle chose, quoi. Entendre quelqu'un de rire comme ça, c'est un cadeau. Le rendez-vous amoureux est pris donc demain à 20h au Grimaldi Forum. Merci beaucoup Patrick Bosso d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonsoir. Patrick Bosso, donc demain 10 novembre, puis ce sera au tour du conte de Boudherbala de monter sur scène jeudi 11 novembre, Elise Moon le 12 novembre et pour conclure le régional de l'étape Hassan de Monaco le 13 novembre. Les 4 spectacles des Sérénissimes de l'humour sont à 20h au Grimaldi Forum. Nous restons dans le domaine culturel et des événements à venir. Vanessa, les ballets de Monte-Carlo ont levé le voile sur la programmation de leur saison hivernale 2021-2022. Et une programmation qui met à l'honneur la compagnie bien sûr, mais qui propose surtout de découvrir de nouveaux artistes dans le cadre du Monaco Dance Forum, après une période au cours de laquelle les théâtres ont vu leur fonctionnement bouleversé. Le festival lié au ballet de Monte-Carlo fait son retour et présente un éventail de pièces et de compagnies explorant différents styles chorégraphiques à partir du 11 décembre. Une nouvelle exposition a débuté à la Loggia by Garbarino. Après le succès de la première exposition Océan, la Loggia a choisi de faire voyager grâce à une nouvelle thématique dédiée aux arts du Japon. Cette mise en scène porte le nom de Reiwa, en référence à l'ère actuelle donnée par le nouvel empereur. Jusqu'au 28 février, il sera ainsi possible de voyager au rythme du Japon au travers d'œuvres d'art, sans oublier la sélection d'ouvrages sur le thème proposé par la librairie Masséna.
Et puis les amateurs de football apprécieront, 2 des plus grands footballeurs de l'histoire laisseront bientôt leur empreinte sur la promenade des champions. Maldini et Batistuta poseront leur empreinte de pied aux côtés de celle de Pelé, Maradona ou encore Zidane le 29 novembre. Le défenseur italien Paolo Maldini, 126 sélections et 5 Ligues des Champions, et Gabriele Batistuta, meilleur buteur de l'histoire argentine avant l'arrivée de Messi, laisseront à jamais leurs traces sur le sol monégasque à l'occasion de la 19e cérémonie des Golden Foot. Et du basket avec la prochaine rencontre d'Euroleague pour la Roca Team vendredi. Avec un bilan équilibré de 4 victoires et 4 défaites, la Roca Team s'accroche au top 8. 8e ex-aequo avec le CSK à Moscou. L'AS Monaco Basket n'aura pas droit à l'erreur à Gaston Médecin face au Bayern Munich ce vendredi à 20 h. Cette rencontre d'Euroleague est à suivre en direct sur Monaco Info. Il nous reste encore, Vanessa, à faire un point sur les prévisions météo pour la journée de mercredi. Et oui, Patricia, la pluie est attendue sur le territoire. Le temps restera très instable durant la journée. Les températures oscilleront entre 14 et 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h15 et se couchera à 17h12 et nous fêterons les Léons. Ce journal est à présent terminé. Nous nous quittons comme chaque jour avec les photos de fin d'édition. Elles sont consacrées ce soir au Cross du Larvoto qui s'est déroulé ce week-end et elles sont signées Stéphane Dana. Je vous donne rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau journal sur Monaco Info. Très belle et douce soirée à vous.